Salut, c'est Nico. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien marcher en montagne et découvrir de beaux paysages. Moi, je vis pas très loin du parc de Chartreuse, donc beau massif avec quelques petits sommets, pas très hauts, hein, merci l'érosion, et surtout une bonne accessibilité avec d'autres massifs comme le Vercors, Beldon, le Taillefer, les Bauges. Quand je vais en montagne, j'aime bien cuisiner. Rien de fou, en général, je fais un truc très simple, et même très souvent, il m'arrive de manger des plats lyophilisés. Bah ouais, ça dépanne bien, faut le reconnaître. Surtout quand on va bouffer du dénivelé, de la distance, et que le sac à dos doit être léger, pour cette raison. Parce que grimper en montagne avec un sac à dos un peu trop lourd, c'est faisable. Redescendre des cimes avec un sac à dos un peu trop lourd, il y a moyen de se fusiller les genoux. Et pas que. Donc, prudence. Justement, quand je vais en montagne, j'utilise souvent un réchaud à gaz. Le réchaud à gaz, ça se présente comme ça. Ça, c'est mon petit BRS 3000T que j'ai acheté il y a 5 ans, sur un vieux site chinois qui s'appelait Gearbest. Là, je l'ai monté sur une toute petite cartouche de gaz. C'est les plus petites qu'on peut trouver dans le commerce, qui elle-même est montée sur un trépied, pour lui permettre d'être stabilisée. Et ces petites cartouches, elles sont bien pratiques, parce que souvent quand on part un week-end, 3, 4 jours, une semaine, et qu'on fait attention à sa consommation de carburant, bah on n'a pas besoin d'emporter systématiquement la grosse Bertha. Donc, moi j'aime bien prendre ces petites cartouches de gaz. Et le problème, c'est que ces cartouches, quand elles sont vides, bah on est obligé de les déposer à la déchetterie. On n'a pas encore trouvé le moyen de les remplir. Moi, je trouverais ça vraiment bien que devant les grandes marques de magasins qui vendent du matos de randonnée, de camping, de bivouac, Decathlon, Vieux Campeur, j'en passe, et des meilleurs, il faudrait qu'il y ait un appareil, une borne, où tu viens avec tes cartouches vides, la borne te les remplit, et tu repars. Bah ouais, après tout, une petite citerne de gaz, un mélange, hein, ça c'est un mélange de butane, de propane et d'isobutane. Voilà, ils appellent ça comme ça. Après tout, une citerne remplie de ce mélange, protégée, hein, évidemment, comme on a les citernes de GPL dans les stations-service, je pense que c'est faisable. Étrangement, il n'y a pas encore d'entrepreneur qui a pensé à faire ça. Ouais, je pense que dans les années qui viennent, il y en a un qui va regarder ma vidéo, un petit malin qui va nous créer le produit et le vendre aux grandes enseignes de magasins de sport à travers le monde. Alors, l'idée derrière cette vidéo, c'est pas pour parler de ma façon de cuisiner en montagne, c'est pour commencer une série de vidéos dans lesquelles je vais faire un retour d'expérience du matériel que j'utilise souvent en montagne depuis des années. Ce matériel, il est pas, voilà, c'est pas hyper nombreux, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de matériel différents, c'est surtout du matériel. Je vais pas faire des vidéos, le matériel que j'utilise plus quand je vais randonner. Ça m'intéresse pas de faire ce genre de vidéos. J'aime bien faire des vidéos où je détaille le contenu de mon sac à dos pour une sortie donnée, avec un contexte donné et une saison donnée, plutôt que de dire voilà le matériel que j'utilise plus. Ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, c'est inutile. Dans cette première vidéo de cette série du matériel que j'aime bien emporter en montagne, je vais parler d'un petit élément que j'emporte pas en montagne, mais qui est quand même bien pratique pour préparer mon sac à dos, pour préparer mes randonnées en montagne. Cet élément, c'est une valve, présentée ici. C'est tout petit, ça pèse pas lourd, c'est un peu en aluminium et un petit peu en laiton, je crois. C'est un truc que j'ai acheté il y a un peu plus de 5 ans, si je dis pas de bêtises. À l'époque, il m'arrivait d'acheter sur le site AliExpress. Ouais, je sais, pas terrible. Cet objet, à quoi il sert? Donc, on peut voir ici qu'il est sous forme de... Enfin, il est replié pour le stockage. Là, il est déplié. C'est une valve qui va permettre de remplir ces petites cartouches de gaz en utilisant des grosses cartouches de gaz. Ça, c'est en attendant qu'il y ait un petit entrepreneur malin qui crée l'invention dont je parlais au début de cette vidéo. Pourquoi on veut pouvoir remplir ces petites cartouches de gaz? Il y a plusieurs raisons. La première, elle est pécuniaire. La deuxième, elle est d'éviter de créer du déchet, même si il y a forcément une grosse cartouche à la base, donc on va quand même créer du déchet. Donc la principale raison, dans mon cas, elle est pécuniaire. Une cartouche de gaz comme celle-là, ça coûte 5 € à peu près. 5 €, 4 € et des brouettes. Non, j'avais retiré l'étiquette. Une cartouche de gaz comme celle-là, ça coûte environ 10 €. 450 grammes, 100 grammes, je peux donc, en utilisant une grosse cartouche comme ça, remplir un peu plus de 4 fois une cartouche
comme celle-là. Et ça, c'est particulièrement intéressant en termes d'argent. Ça, c'est à condition d'aller souvent en montagne. Si je vais en montagne une fois par an, l'économie est pas terrible. Pour remplir cette petite cartouche quand elle sera vide, j'utilise donc cette cartouche. Je vais la retourner à l'envers. Je vais visser l'adaptateur. Alors, out, il y a un côté qui va réceptionner le gaz. Je vais prendre le cas de cette cartouche qui va réceptionner le gaz. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à ouvrir la valve et je vais permettre au gaz qui est contenu dans cette bouteille sous forme liquide de rentrer dans cette bouteille. Une cartouche dans cette cartouche. Donc c'est particulièrement intéressant. Là où on pourrait encore plus rentabiliser le système, c'est en mettant ces cartouches au congélateur. Parce que comme vous le savez peut-être pas, le froid comprime les gaz. Donc ça pourrait être intéressant de mettre cette cartouche au congélateur. Le problème qui peut arriver quand je fais ça, c'est un problème que j'ai remarqué puisque ça fait quelques années que j'utilise cette valve. Dans une cartouche de gaz, on a l'enveloppe, la coque, et puis une valve qui est sécurisée avec un système de joint à l'intérieur. Pour éviter, c'est une valve anti-retour, pour éviter au gaz de sortir quand j'ai rien vissé dessus. Si je visse mon réchaud, l'intérêt c'est que le gaz sorte pour que je puisse le brûler avec le réchaud. Si je visse rien dessus, mais je veux pas que le gaz sorte. C'est le principe de la valve anti-retour. Et je me suis aperçu quand on met une cartouche au congélateur, c'est valable pour les MSR et les cartouches Décathlon, que la valve ne revient plus systématiquement en place à 100%. Donc le problème qui peut se poser, c'est qu'on a une minuscule fuite de gaz. Et ça, on s'en aperçoit pas forcément. Il faut vraiment mettre la cartouche à l'oreille pour s'en apercevoir. J'ai remarqué ce problème avec les cartouches MSR et les cartouches Décathlon. Pour l'instant, j'ai pas remarqué le problème avec les cartouches Jetboil. Les Primus, je sais pas, j'en utilise pas non plus. Je sais qu'il existe quelques types de cartouches différentes. À mon avis, toutes les cartouches sont fabriquées sur le même principe. Toutes les valves seront donc sensibles au froid. Pour cette raison, si je dois faire un transfert de gaz, je vais plus mettre ma toute petite cartouche au congélateur. Tant pis, j'aurai peut-être un petit peu moins de gaz à l'intérieur, mais ça, c'est pas dramatique. Une fois qu'elle est plus utilisée, on la replie en position de stockage et il n'y a plus qu'à la poser. Moi, j'y mettrais bien un petit mousqueton pour éviter de la perdre, puisque ça pèse quelques dizaines de grammes, donc je pourrais très bien la mettre avec le réchaud dans le sac à dos. Je suppose qu'il peut y avoir une utilité à la porter en montagne, donc c'est pas pour les quelques dizaines de grammes que ça ajoute que je vais m'en priver. Dernière partie de la vidéo, si ce petit objet vous intéresse, je vous rassure, pas besoin d'aller sur le site AliExpress puisqu'aujourd'hui on le trouve sur le site Amazon. Évidemment, il est fabriqué en Chine, donc il va forcément être apporté de Chine jusque dans les entrepôts français d'Amazon. Maintenant, il y a une alternative au réchaud à gaz. Quand on ne veut pas systématiquement utiliser un réchaud à gaz, on peut utiliser un réchaud à alcool. Et ce qui est pratique avec l'alcool à brûler, c'est qu'on le trouve directement en France. Alors voilà ma petite collection de réchauds à alcool. Le tout premier que j'ai acheté, c'est un réchaud en laiton. C'est le réchaud Trangia, un brûleur. C'est même pas, ça s'appelle même pas vraiment un réchaud, mais plus un brûleur. Il fait son poids quand même, c'est pas hyper lourd non plus. Et son gros avantage, c'est qu'à l'aide de son bouchon équipé ici d'un joint, on peut transporter l'alcool directement à l'intérieur. Un brûleur comme ça, c'est pratique, mais il faut savoir quand même quelque chose, c'est qu'on ne peut pas poser la gamelle directement dessus. Voilà, si je fais ça, je vais étouffer le réchaud, le brûleur. Pour éviter ça, on utilise un petit support, comme celui-là par exemple. Et là, ça fonctionne très bien, on ne va pas étouffer le brûleur. Avant d'acheter un réchaud à alcool, j'en ai fabriqué un. Et c'est celui-là dont je veux vous parler. Ça, c'est le réchaud à alcool ultime. Il pèse un peu moins de 10 grammes. On le fait soi-même, à la maison. Et pour le fabriquer, on recycle un déchet. Comme vous pouvez probablement le voir, il s'agit ici d'une canette de coca en aluminium. Il y a plusieurs avantages à fabriquer ce réchaud à alcool. Pour commencer, il pèse vraiment pas grand-chose. Il est très efficace, il coûte absolument rien. Et pour le fabriquer, il n'y a pas besoin d'outils élaborés. Si je voulais fabriquer un réchaud comme celui-là, ou comme celui-là, ce serait probablement beaucoup plus compliqué. Ensuite, j'ai acheté d'autres réchauds à alcool, d'autres brûleurs. Celui-là m'intéressait particulièrement parce qu'il est en titane, et donc il pèse pas beaucoup plus lourd que le P3RS. Le problème de ce réchaud, là, ici c'est le Lixada.
c'est qu'il met particulièrement de temps à monter l'alcool sous pression. Et c'est normal, on a ici un beau volume de stockage qui va permettre de mettre beaucoup d'alcool à l'intérieur. Sauf que c'est pas utile, c'est même complètement inutile. Mettre beaucoup d'alcool à l'intérieur, ça veut dire qu'on a un gros récipient, une grosse quantité d'eau à faire chauffer. Typiquement, quand on utilise un réchaud à alcool, c'est pas pour faire bouillir 3 litres d'eau. Je vais pas mettre ma grosse marmite de 3 litres, ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si c'est pour faire fondre de la neige. Dans ce cas, si je m'apprête à aller camper dans la neige, ça veut dire qu'il va faire froid, et ça veut dire que le réchaud à alcool ne sera pas ma solution idéale. Ma solution idéale, ce sera le réchaud à gaz. Ou, si je sais que je vais trouver du bois mort sur place, alors je vais utiliser un réchaud à bois, où je vais mettre 3 cailloux, faire un petit feu, et mettre mon récipient qui contient la neige par-dessus les 3 cailloux. Donc typiquement, ce réchaud, à cause de son gros volume de stockage d'alcool, d'autant qu'on peut pas... Il n'y a rien qui est fait pour maintenir l'alcool de façon étanche à l'intérieur, comme avec le Trangia. Donc c'est un réchaud qui est pas, je trouve pas franchement utile. On en vient au petit dernier, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Celui-là, c'est un Silver Ant, donc il est en titane aussi. Il doit peser quelque chose comme 40-50 grammes, et lui, il a un tout petit volume de stockage d'alcool, 60 millilitres. 60 millilitres, ça commence déjà à faire pas mal. Et là, c'est intéressant à utiliser. Déjà parce que pour commencer, on peut le faire fonctionner en mettant une popote directement dessus. Et ensuite, parce que 60 millilitres d'alcool, c'est largement suffisant pour faire bouillir une quantité d'eau de, allez, 750 millilitres. Je pense même qu'on doit pouvoir monter à 1 litre d'eau. Évidemment, ça va demander un petit peu de temps. Donc ça, je l'utilise depuis un peu plus de 5 ans maintenant, ou plus de 4 ans, je me souviens plus très bien quand je l'ai acheté. C'est pas très grave, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'essentiel, c'est que ça fonctionne et que je puisse vous faire un retour d'expérience fiable, basé sur mon expérience du terrain. L'intérêt de cette vidéo, la première de la série, c'est de vous permettre à vous de faire les bons choix de matériel, mais de savoir ce que vous achetez avant d'avoir à l'acheter. Voilà l'intérêt de cette vidéo et des suivantes. J'espère que vous appréciez ce type de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le pouce pour me signaler que vous avez apprécié cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut vous être utile. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes de votre entourage. Maintenant, on va se quitter. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!